Et salut à tous et salut à tous, c'est Yonim. Je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle émission de Time Out. Ce soir, on a eu pas mal de soucis techniques pour enregistrer l'émission. On a eu pas mal de galères des chroniqueurs occupés. Forcément, la vie active les a beaucoup occupés, mais on a réussi quand même à avoir du beau monde en plateau pour cette émission, pour parler basket, pour parler NBA. Ce soir, avec Seb et Joris du compte Atlanta FR, on va parler des nouveaux All-Stars. C'est la grande nouvelle de la semaine. Depuis une semaine, vous pouvez voter pour les All-Star Games qui devraient possiblement se passer à Atlanta. En plus, ça tombe bien. En tout cas, il y aura des votes All-Star pour cette saison. On va parler de ces joueurs-là qui devraient arriver au All-Star Game, et surtout, on va se concentrer sur les joueurs qui devraient honorer leur première sélection, ou en tout cas qui peuvent prétendre à leur première sélection. Ça va être notre gros débat de la semaine. Bien évidemment, avant ça, on va parler des joueurs de la semaine. On en a pris un à l'Est et un à l'Ouest. On va revenir sur les grosses pertes de cette semaine. Et puis, en fin d'émission, messieurs, je vous ai prévenu un petit peu en off, je vous ai préparé un petit quiz sur le modèle de notre cher ami Guillaume, qui a préparé un jeu la semaine dernière. Vous pouvez réécouter d'ailleurs en replay. Là, voilà, ça va être un peu sur le même modèle et sur le thème des All-Stars. Je vous en dis pas plus pour que vous ne puissiez pas, messieurs. Voilà pour le programme de cette émission. Je vais quand même vous donner la parole pour savoir comment ça va. Mon cher Sébastien, comment tu vas ? Je suis fier de faire partie d'une équipe de chroniqueurs qui est toujours là pour participer à l'émission. Après, on me critique beaucoup pour mon temps de parole dans cette émission, mais au moins je suis là. C'est tout ce que j'ai. C'est vrai, et les autres d'ailleurs, si vous écoutez cette émission, et j'espère que vous écouterez cette émission, mes chers autres chroniqueurs, prenez-en de la graine, n'est-ce pas ? Avec toi, pour t'accompagner, un invité un petit peu exceptionnel. J'aime bien vous présenter comme ça les invités, et puis qui est bien connu du grand public, monsieur Joris Ardouin, qui tient du coup le compte Atlanta FR. Joris, comment tu vas ? Je vois que tu es en bonne compagnie ce soir. Ouais, on va préciser que c'est mon chat quand même. Pour ceux qui ne regardent pas sur YouTube, ça peut être très étrange quand même. Ouais, voilà, c'est pour ça que je précise tout de suite. On parle de mon petit chat qui est pas loin. Vous risquez de le voir passer sur le canapé derrière, il n'y a pas de souci. Et pour te répondre, ouais, ça va très bien. Merci de m'avoir invité à cette émission. C'est un plaisir, comme toujours. Et merci à toi d'avoir répondu. C'est vrai que ça va parler basket, et c'est toujours cool d'avoir l'avis d'experts en la matière. Comme vous l'avez Avant de très bien commencer, dit. Oui. Avant de commencer, les 254 pompes que tu devais faire en 2018, elles sont où ? Je savais que ça allait revenir un jour sur le tapis. Ah oui, forcément. Je me suis blessé, figurez-vous. Je me suis blessé j'ai une tendinite du coude. Ah là là La là là fameuse. là là. La fameuse. C'est à force de shooter, ça, c'est tout. La fameuse. Non, mais je m'étais entraîné, j'avais commencé à m'entraîner dans les salles de sport, et puis finalement, le confinement a fait que mon entraînement est tombé à l'eau. Mais, C'était en 2018, gars. ouais. Confinement, il était en 2020. L'époque où D'Angelo Russell jouait encore à Brooklyn. Ouais, parce que Yonim, il dit quand même beaucoup de choses qu'il regrette. Ce fameux tweet sur si Harden arrive au net, j'arrête de regarder. Il n'a pas tenu longtemps. Il a tenu une soirée, quoi. Après, Harden, il a mis 40 points. Il a fait quand même. C'est sympa. Je vais peut-être gagner une bague. Je vais peut-être regarder quand même. J'ai tenu 2 matchs, effectivement. Je regarde d'un coin de l'œil, je l'avoue. Comme vous l'avez très bien dit, messieurs, je vous rappelle quand même, pour tous nos auditeurs qui nous écoutent en podcast, que vous pouvez retrouver l'émission sur YouTube aussi, avec tous les visuels pour accompagner cette émission. Et du coup, vous pourrez voir les jolies tronches de nos chroniqueurs du jour. Voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour sur YouTube. Je vous rappelle aussi, avant de lancer cette émission, que vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, bien évidemment, sur Twitter, sur Facebook et sur Instagram. Et puis, du coup, sur YouTube, et n'hésitez pas à réécouter toutes les anciennes émissions. On a sorti une émission cette semaine sur la deuxième partie de notre émission spéciale sur Tony Parker, donc n'hésitez pas à aller faire un petit check sur les replays des podcasts. Voilà, messieurs, on est parti pour le temps mort le plus long de l'NBA. C'est parti pour 1 heure de time-out. Bang! It's over! The Bulls win at the buzzer!
on commence cette émission tout de suite avec Seb. On a choisi, comme d'habitude, deux joueurs à l'Est et à l'Ouest pour voilà, les joueurs de la semaine. Est-ce que tu peux me donner le tien? Je crois que tu t'es concentré sur un joueur à l'Ouest qui a fait une belle semaine, on va dire, comme d'habitude. Ah bah, c'est le cas de le dire. D'habitude, on essaie quand même pas suivre un petit peu les votes de la NBA, hein, donc les votes des joueurs de la semaine. Mais là, il était quand même un petit peu inévitable de devoir récompenser Monsieur Nikola Jokic, qui est en train de faire une saison complètement monstrueuse, à l'image de son homologue à l'Est, Embiid. C'est quand même incroyable que dans l'ère de la NBA, de plus en plus small ball, de plus en plus 3 points, les deux favoris au MVP actuellement soient quand même deux intérieurs, en tout cas deux des trois, on va dire. Ça fera plaisir aux gens qui aiment le beau jeu intérieur. Mais ouais, toujours est-il que Nikola Jokic, déjà d'un point de vue collectif, on va dire, c'est-à-dire que ça cartonne du côté des Nuggets après un début de saison un peu compliqué. Là, je crois qu'ils sont sur 6 victoires sur 7 derniers matchs. Et évidemment, c'est en grande partie grâce à Jokic qui nous a quand même sorti une petite semaine à un peu plus de 30 points en moyenne et dire bon, plus 6 passes, hein, évidemment, parce que sinon, c'est pas drôle. Et puis, comme d'habitude avec lui, quoi, c'est-à-dire que j'ai oublié de préciser, hein, mais il y a quand même une petite pointe à 47 points contre Utah, un record en carrière sur Rudy Gobert, qui est quand même censé être le meilleur intérieur défensif de la ligue. Donc voilà, le résumé est quand même assez joli pour lui. Et puis, au-delà des stats, parce qu'évidemment, les stats, c'est important, mais il y a l'impression visuelle qui se dégage de ce type et l'impact qu'il a sur cette équipe des Nuggets. Je ne pense pas qu'il y ait un joueur, excepté LeBron, qui ait autant d'impact sur la manière de jouer de son équipe. Je trouve ça absolument incroyable. Il sait tout faire. C'est lui qui dicte le tempo. Quand il n'a pas envie de jouer, parce que ça arrive parfois, les Nuggets, ils jouent à contre-temps total et on l'a encore vu cette saison. Et quand il se réveille et qu'il a envie de jouer après avoir bu 2 bières et une pizza, bah, ça donne ce qu'on voit depuis 3-4 matchs, quoi. Contre le Jazz, ça a été un récital. Il était inarrêtable. Les pourcentages sont monstrueux. Il met ses lancers. Il est présent pour son équipe. C'est de plus en plus un leader vocal, ce qui n'était quand même pas le cas les autres années, et ça le devient. Donc franchement, c'est dans MVP, il y a valuable, et je pense que c'est le joueur le plus valuable de son équipe de loin. Et tu fais bien de le dire parce qu'effectivement, il est dans la course au MVP cette saison, Nikola Jokic. Et j'écoute vraiment tout ce que tu dis parce que c'est vrai. Enfin, c'est le jeu qu'on aime et le Jokic qu'on aime voir aussi. Et ça fait du bien d'avoir un joueur comme ça qui domine autant et qui est aussi plaisant aussi à voir jouer, qui domine sur tous les compartiments du jeu. Joris, je profite de t'avoir aussi. On sait parler du retour, entre guillemets, hein, des intérieurs avec Jokic d'un côté, Embiid de l'autre côté. On a un retour un petit peu de ces pivots dominants qui marquent un petit peu les esprits. À Atlanta, vous en avez un aussi qui a fait pas mal de grabuge récemment dans les raquettes. Clint Capella, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ce retour un petit peu du jeu à l'intérieur? Est-ce que c'est quelque chose que tu apprécies? Est-ce que c'est quelque chose que tu aimes voir? Et qu'est-ce que tu penses un peu de cette tendance, notamment avec ces deux joueurs et Clint Capella qui a fait une très belle rentrée aussi depuis le début de saison? On en parlera tout à l'heure de toute façon. Jokic, concrètement, à l'heure actuelle, c'est l'un des joueurs que je préfère voir jouer, tout simplement, en fait. Et c'est comme tu disais, c'est super beau à voir, quoi. T'as la passe, t'as la finition, t'as la vision. Bon, ça serait bien qu'il se mette un peu à défendre quand même, le pépère, à un moment. Et par contre, j'ai l'impression qu'il a mis une cible sur le dos de Gobert. Ça fait 2 ans. À chaque fois qu'il le joue, c'est un porno pour Jokic. C'est incroyable. J'ai regardé l'autre jour les stats. Depuis 2018, il tourne à plus de 30 points, 11 rebonds et 8 assists de moyenne contre Gobert. Enfin, c'est une folie. Ouais, il y a un contentieux entre les deux. Après, non, mais Ouais, je pense clairement. je crois que c'est un des pires match-up pour lui parce qu'un intérieur qui peut s'écarter, qui est mobile, etc., c'est une horreur horrible pour lui. tous les défenseurs, mais Il est encore incapable. plus Gobert qui est un peu, qui n'est pas le mec le plus mobile de la ligue, quoi. Donc, oui, c'est terrible. Et puis, ce qui est encore plus terrible, c'est qu'ils s'affrontent souvent dans des matchs importants, voire en playoff. Donc, c'est pas ouf. C'est incroyable. Faudra... Et pour continuer, tu parlais de Capella et du retour du jeu à l'intérieur. Ouais, ça fait plaisir en fait, parce que
on était quand même rendu, et on y est toujours, hein, dans certaines équipes particulièrement, dans un jeu ultra stéréotypé où tu arrives, tu fais 2 passes, tu shoots à 3 points. Et il y a un moment, c'est plus agréable à voir jouer, quoi. Enfin, toi, pourtant, je suis les Hawks, hein, avec un Trae Young qui s'amuse à shooter du milieu de terrain et ce genre de conneries. Mais ça fait plaisir de voir un peu de jeu au poste bas, de voir je vois, des postes 4 aussi qui vont être capables de shooter un petit peu à mi-distance et qui a un petit peu de différence dans le jeu, en fait. Qu'on ne soit pas que du shoot extérieur, que du shoot ou que du dunk, qu'il y a un petit peu d'entre-deux. Ça, c'est un truc qui est quand même vachement agréable à voir jouer dans la NBA qui est très moderne ces derniers jours. Je suis d'accord avec toi et ça fait du bien. C'est vrai que dans pas mal d'équipes, on est encore un petit peu tourné vers les extérieurs. Et c'est vrai que revoir ces pivots, remettre un petit peu rendre au poste de pivot ces lettres de noblesse un petit peu, ça fait du bien dans la ligue de ce léger vent de renouveau. Pour le joueur à l'Est, c'était un petit peu plus compliqué. Finalement, on s'est décidé avec Seb de parler peut-être de Fred VanVleet au moment où on enregistre l'émission, là, mercredi soir. Le Freddy a fait une nuit dernière assez incroyable, une nuit record, il faut le dire. Il a planté 54 pions, record de franchise, record personnel forcément, record pour un joueur non drafté aussi, record pour un joueur qui a déjà joué qui arrive de G-League. Bref, 11 3 points sur 14, il me semble, je crois, ou 15, je ne sais plus. Sur Ouais, 14. c'est ça. 11 sur 14 à 3 points, des pourcentages incroyables. Il tourne à 78% à 3 points et 74% au shoot. Bref, le Freddy a fait une nuit incroyable contre Orlando. Et ça illustre cette semaine un petit peu en demi-teinte, 2 victoires contre Orlando, contre le Magic pour Toronto, pardon, des défaites un petit peu rageantes contre Milwaukee de 7 points, contre Sacramento juste de 2 points. Ça illustre aussi un petit peu les difficultés qu'ont les Raptors cette saison. Ils alternent entre le pas très bon au début, le un peu mieux, et on ne sait pas trop sur quel pied danser avec les Raptors. Mais en tout cas, Van Vliet qui a fait une semaine assez correcte. Voilà, contre Sacramento, il était à 26 points, ce qui est plutôt pas mal. Et du coup, là, on tourne sur du 54 points la nuit dernière. Je ne sais pas si vous avez un petit commentaire à faire sur notre cher ami Van Vliet et sur les Raptors en général avant d'enchaîner. Non, mais au-delà de la performance qui est folle, mais ça ressemble plus à un coup de chaud que vraiment une performance qui va durer, hein, évidemment, avec des pourcentages comme ça. Mais moi, je trouve que ça va mieux quand même, les Raptors, hein, parce que dans le jeu, c'était très, très, très compliqué, hein, au début. Et on sentait même que Van Vliet avait un peu de mal finalement à trouver sa place. Là, il a été propulsé dans un rôle encore nouveau, je trouve, cette année. Il a encore plus de responsabilités offensives. Le contrat aide aussi, je pense, évidemment. Et voilà, moi, je l'ai trouvé un peu moins dedans sur le début de saison. C'était pas mauvais. Enfin, ils ont été catastrophiques, hein. Je crois qu'ils commencent avec une victoire. Ils sont en 2-8, je crois, sur leurs 10 premiers matchs. C'est cataclysmique pour une équipe qui est censée être en avantage de terrain en playoff, quoi. Mais je trouve que ça va mieux dans le jeu. Mine de rien, le départ d'Ibaka, il leur a fait très mal et ils ont eu un peu de mal à le remplacer dans le jeu, et c'est toujours le cas. Mais en tout cas, voilà, si Van Vliet il prend vraiment des responsabilités comme on l'a vu contre le Magic, ça devrait le faire parce qu'il y a quand même une équipe qui est assez monstrueuse. Mais tu fais bien de préciser que c'est quand même un mec qui est non drafté et c'est quand même assez extraordinaire. Le Fred Van Vliet, effectivement, pour le joueur de la semaine. Sinon, effectivement, on aurait pu parler de James Harden qui a été élu par la NBA et qui a fait encore du très très lourd toute cette semaine et dans la victoire là, contre les Clippers la nuit dernière. Voilà, messieurs, pour les 2 joueurs de la semaine. Si vous le voulez bien, on va enchaîner avec le gros cœur de cette émission, le débat de cette semaine. On va parler du All-Star Game, on va parler des nouveaux All-Stars tout de suite dans la partie débat. Come on, what? Who has the best handles in the league? Dumb question. Et je vous le disais, on enchaîne cette émission spéciale All-Star et ces nouveaux All-Stars avec nos 2 invités, nos 2 chroniqueurs de la soirée. On va parler du coup de ces nouveaux All-Stars.
Dans un premier temps, on va parler des joueurs qui semblent les plus logiques, les plus importants à mettre en avant, ceux que vous voulez absolument placer, c'est qu'il ne faut pas oublier pour ce débat de nouveau All-Star cette année, qui aura du coup, comme je vous le disais, sûrement lieu à Atlanta au mois de mars. Ça sera seulement sur une journée. Si les rumeurs disent vrai, ça sera un match Est contre Ouest seulement sur une journée et les concours dans la même soirée. On n'aura pas 3 ou 4 nuits de All-Star Break comme d'habitude. Et du coup, on va parler de ces nouveaux All-Stars et on va essayer de dresser petit à petit un 5 majeur à l'Est et à l'Ouest des joueurs qui qui peuvent prétendre en tout cas à honorer leur première sélection. Voilà. Pour commencer, je vais vous donner la parole tout simplement. Je vais arrêter de parler. Je vais vous laisser la parole là-dessus. Est-ce qu'il y a des joueurs, commençons par notre invité, peut-être Joris. Non, vas-y, Seb. Allez, bon. T'as eu plus le temps de préparer le truc que moi, vu que voilà. Bon, allez. Je t'en prie. Il est fair play. Seb, est-ce qu'il y a un joueur. C'est très dangereux de me laisser la parole en premier. Tu pourrais peut-être jamais la retrouver. Attention, Joris. Non, carrément. Seb, est-ce qu'il y a un joueur, on va presque tous les mentionner, mais est-ce qu'il y en a un particulièrement Tu le sais déjà, Yann. Je le sais déjà, mais je te pose quand même la question pour nos auditeurs. Faisons au moins illusion. Est-ce qu'il y a un joueur dont tu veux parler absolument, mon cher Il y Sébastien? il y a quand même un petit joueur du côté des Celtics qui fait une saison absolument incroyable. Hein. On en a déjà parlé de Jaylen Brown il y a quelques semaines, qu'on avait fait un petit peu un débat sur Jaylen Brown et Jason Tatum, sur les duos. Ouais. Et finalement, il y avait une question qui avait été posée, une question un petit peu banale comme ça, mais est-ce qu'on ne s'était pas trompé finalement sur le meilleur du duo? Bon, là, Jason Tatum est blessé, donc on ne va pas revenir sur la question, mais toujours est-il que lui fait un début de saison mais monstrueux des deux côtés du terrain, et ça, c'était quand même le plus important, je trouve, chez lui. Voilà, on avait toujours dit de toute façon que Jaylen Brown c'était un projet. Jason Tatum c'était tout de suite. Voilà, il arrivait dans la ligue, il perf tout de suite. Jaylen Brown c'était un projet athlétique. Et là, on a vraiment l'impression que le projet athlétique il est arrivé à son terme. Je crois que c'est sa quatrième saison. C'est sa Ou sa quatrième cinquième. saison. Sa cinquième. Sa cinquième, pardon. Première de son nouveau contrat, il y avait eu des doutes qui avaient été posés quand il avait signé un gros contrat. On se dit est-ce que ça allait valer ou pas. Voilà, au bout de 10 matchs, la question elle est vite répondue, comme dirait notre ami businessman. Non, voilà, je vois pas comment il peut pas avoir le All-Star, peut-être pas par les votes, mais en tout cas par les coachs, parce qu'il est extrêmement important dans cette équipe. Je veux dire, c'est l'âme défensive avec Marcus Smart, et en plus, il produit à plus de 20 points par match, des shoots décisifs, des soirs où il prend feu, c'est un leader vocal, c'est un leader hors du terrain aussi, et mine de rien, dans ce contexte qu'on a connu ces derniers temps aux États-Unis, je pense que ça rentre en jeu. Et Jaylen Brown, il s'est illustré de la bonne des manières à plusieurs reprises cette année sur les questions sociales et afro-américaines, etc. Donc voilà, c'est un perfect sur toute la ligne, quoi. Il n'y a pas un truc qui ne va pas dans son début de saison et dans sa carrière finalement. Et je pense que c'est la suite logique des choses, quoi. Première saison, première grosse saison All-Star, quoi. Je veux dire, il y a pas, il peut limite être MIP finalement, mais je pense qu'il ne le sera pas parce qu'il y a le gap entre la saison passée et cette saison n'est pas non plus à ce point énorme, en tout cas dans les stats. Mais oui, Jaylen Brown, sans aucune hésitation, si les Celtics sont à peu près dans le jeu, malgré beaucoup de blessures, c'est en grande partie grâce à lui, quoi. Je vous affiche les stats là, 26,6 points pour lui. On tourne sur du 3,5 assists, 5,6 rebonds. Tu l'as dit, très bon défenseur aussi. Il tourne à 1,4 steals par match, 0,6 blocs aussi. On est sur un joueur qui joue 33 minutes par match et qui tourne à des pourcentages assez corrects, à 52% au shoot. Il a 43% à 3 points. Voilà, c'est un joueur qui, tu l'as dit, hein, qui a progressé, qui continue de progresser et qui apporte l'attaque des Celtics en l'absence de Jason Tatum qui a eu une blessure, qui a eu le protocole sanitaire aussi Covid, qui n'avait pas pu jouer pas mal de matchs. Donc c'est un joueur qui fait du bien à cette franchise et je pense que tu le sais mieux que quiconque, mon cher Seb. Joris, toi, un joueur comme, pour rester sur Jaylen Brown, est-ce que
vois dans cette position de All-Star concrètement cette année? Qu'est-ce qui, toi, te plaît ou te plaît pas d'ailleurs? Qu'est-ce que tu penses un petit peu de ce Jaylen Brown-là? Est-ce que tu n'aimes pas déjà Jaylen Brown? Tu peux le dire, hein. Non, non, ça va. Tu sais que j'ai eu l'occasion de le voir d'assez proche, Jalen. Tu le sais en plus. Hein. Je sais. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai habité à Boston pendant quelques temps et je suivais les Celtics quand j'étais là-bas pour Inside Basket. C'est comme ça que j'ai connu Yonin. Et toi aussi, Sam? Ah bah attention, membre de la famille Inside Basket aussi, évidemment. Ah putain, je me rappelle plus. Désolé. Non, mais je suis arrivé après toi. Moi, je fais que le Ah, podcast. bah c'est pour ça aussi. Moi, j'ai arrêté après. Je fais pas l'écrit, moi. D'accord. Et ouais, non, mais tout ça pour dire que euh, Tatum est le joueur qui va être très flashy en fait dans l'équipe. Il a des fulgurances, il a des moves et il a un physique. Je parle pas de la beauté, hein, je parle des mensurations, je parle du poids, de l'athlétisme en fait, qui fait que on le voit lui sur le terrain. Là où Brown, il a plus tendance à être un peu sur les tâches de fond, sur la défense et ce genre de choses, tout en étant capable de pondre 26 points de moyenne comme on est en train de le voir. Ça a mis un petit peu de temps, mais pour moi, la question cette année, elle ne se pose pas. Et surtout, en fait, il y a les wins au bout, quoi. Il y a les victoires. Donc à partir de ce moment-là, tu as les victoires, tu as un joueur qui est aussi important, qui fait le taf en défense, en attaque, qui est leader vocal, etc. Il n'y a aucune raison pour qu'il ne le soit pas cette année. Et puis il apporte la régularité que Jason Tatum n'a pas encore. Comme tu dis, Joris, Tatum, c'est du Carmelo, c'est du KD en début de carrière. C'est énormément de production, mais c'est aussi beaucoup de déchets. C'est beaucoup parfois de moments où il s'emballe, où il va commencer à faire des fadeaways, etc. Jalen Brown, il y a très peu de déchets, c'est moins flashy, c'est plus, je rentre à l'intérieur, je mets mes points dans la raquette, mais c'est beaucoup plus régulier, quoi. Jason Tatum, parfois, les fans des Celtics pourront confirmer, parfois il est agaçant parce qu'il fait des soirées sans. Jalen Brown, il n'y a pas une soirée sans cette saison pour lui. Bah là, tu vois, j'ai les stats sous les yeux. 19 matchs, 3 matchs en dessous les 20 points et encore, c'est 19, 18 et 18. C'est d'une propreté exceptionnelle. Enfin, En termes de ratio, effectivement, on est sur du très, 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 très beau, très, très lourd. Rapidement, comme ça, pour conclure sur Jalen Brown avant de passer à la suite, de tête, qui vous mettez devant lui sur le bas court? Il y a des joueurs qui vont se dégager très, très vite. Mais après il a clairement ses chances, comme on l'a dit. Je pense forcément, on va mettre du Kyrie Irving, du James Harden devant lui. Franchement, est-ce que Kyrie est devant Irving Jalen Brown? Moi, je mets pas Kyrie devant. Hein. Désolé, hein. Je sais que c'est ton équipe achat, mais je mets pas Kyrie devant à l'heure actuelle. Harden, Bradley Beal. Il a raté beaucoup de matchs. Il a raté beaucoup de matchs, Kyrie, à l'heure actuelle. Et puis, il n'a pas été resplendissant dès son arrivée, alors que Harden a produit tout de suite, quoi. Harden, c'est une évidence. Je pense que Bradley Beal, malgré les résultats collectifs, Bradley Beal va forcément être récompensé, rien que par les votes. Donc, pour moi, les deux là sont devant Brown. Mais après, moi, Kyrie, il a raté beaucoup de matchs. En plus, pas pour des causes de blessures, mais pour causes extrasportives. Je pense pas que Kyrie Irving mérite plus que Jalen Brown cette saison, quoi. Ah oui, après, je trouve que Irving en tout cas, je le préfère cette saison, même à ce qu'il pouvait faire la saison dernière, où je le trouve un petit peu forcé pour Irving. Mais effectivement, le débat est ouvert, c'est pour ça que je vous posais la question. Mais c'est vrai que du coup, on a un joueur qui aura toutes ses chances pour Jalen Brown. Irving, il aura un truc, c'est le vote des fans. Oui, après, Parce qu'il est adoré par les fans. Mais maintenant que tu as Harden aussi à l'Est, ça va lui prendre peut-être pas mal de votes. Et puis Bill, vu qu'il fait du carton. Enfin, tu vois, en fait, ça fait qu'au final, Irving, il peut sortir. Et par contre, dans la hiérarchie, le vote des fans, il ira plus à Irving qu'à Brown. À l'heure actuelle, c'est sûr. Et Bradley Beal, il va siphonner des votes, parce que lui, c'est sûr. Tout le monde est compatible pour lui, quoi. Donc tout le monde va voter pour lui. Moi, le premier. Moi, j'ai voté pour lui. Il fait une triangle l'année dernière. Ouais. Résultat pourrave, saison exceptionnelle. Au final, les gens, ils ont un peu de la pitié pour lui. En plus, il a un jeu un peu flashy, machin truc. Bah, vas-y, on va mettre Bill.
Et Bill, c'est encore plus parce qu'il y a un côté, il est attaché à sa franchise depuis longtemps. Cette année, ils sont tous barrés sauf lui. Donc, enfin, le storytelling, C'est que le là, il est storytelling est pas mal du tout côté puissant. de Bradley Beal. Messieurs, si vous le voulez bien, on va continuer. Il y a pas mal de joueurs. Ils sont une bonne petite dizaine, quinzaine à pouvoir prétendre à cette sélection All-Star. Si vous le voulez bien, on va enchaîner. On va se faire une petite pause jingle et on va enchaîner la suite de cette émission spéciale Nouveau All-Star tout de suite. Tous les lundis, c'est Time Out, la seule émission radio 100% NBA. Actualité, débat, analyse, statistiques, invités. En compagnie de Yonim et son équipe de chroniqueurs, le meilleur de l'NBA est passé au crible chaque semaine. On est de retour sur le plateau de Time Out avec nos deux invités pour parler de cette émission, enfin pour parler des nouveaux All-Stars sur cette émission spéciale. On continue notre débat. On a parlé de Jaylen Brown du côté des Celtics. On va rester à l'Est, messieurs. Joris, tu ne vas pas y échapper. Je vais forcément te lancer sur tes jeunes pousses du côté d'Atlanta. Il y a deux, trois noms qui peuvent ressortir. On rigolait sur Hunter, mais il y en a peut-être un, voire deux qui sont peut-être un peu loin vont peut-être un peu loin dans les votes, mais qui en tout cas mériteraient et qui font une belle saison. Je pense à Clint Capella et à John Collins notamment, qui sont deux intérieurs qui font pas mal le taf du côté d'Atlanta. Est-ce que pour toi, ils mériteraient d'aller au All-Star Game cette saison? Et qu'est-ce que tu penses un petit peu d'eux globalement du côté d'Atlanta? Qu'est-ce que je pense des deux? Bah déjà, enfin, est-ce qu'il mérite d'aller au All-Star Game? Pour moi, John Collins, non. Par rapport à, enfin, pas encore en fait. Il est un peu moins bon que l'année dernière en termes de statistiques. Il a pris un peu d'importance, par contre, notamment en défense. Et il n'est pas super bien servi. Mais c'est moins flashy, c'est moins. En fait, du fait de l'arrivée de Clint Capella, son rôle s'est réduit aussi. Et donc, forcément, on a tendance à moins vouloir le voir au All-Star Game. Il a moins de choses à faire. Et donc, du coup, pour moi, à l'heure actuelle, il n'a pas besoin. Il n'a pas montré ce qu'il fallait pour dire, lui, je veux vraiment le voir. Autant l'année dernière, ça pouvait se défendre. Il était en 20-10 de moyenne à peu près. 20 points, 10 rebonds avec 40% à 3 points et je ne sais plus trop combien en global. Donc, c'était vraiment très propre. Cette année, c'est propre, mais son rôle s'est réduit du fait de l'arrivée de Gallinari, l'arrivée de Bogdanovic, bon, il n'a pas joué beaucoup, mais surtout de Clint Capella, en fait, et de l'essor de DeAndre Hunter, qui est plus poste 3. Et donc, du coup, pour moi, à l'heure actuelle, il ne mérite pas une sélection, pas cette année en tout cas, peut-être l'année prochaine ou plus tard dans sa carrière, je lui souhaite. Il a le potentiel pour l'avoir, clairement. Joueur spectaculaire qui est capable de foot 20, 25, 30 pions tous les soirs, de gober du rebond, etc. Ouais, c'est Pas de plutôt un souci. gros potentiel Ouais, ouais. qui l'aura peut-être un jour et qui méritera peut-être Voilà. prochainement. Mais là, on est plus sur du coup, les regards sont plus sur Clint Capella qui a fait des très Ouais. grosses perfs, qui a signé quelques jolis records. Le 27 points, 26 rebonds Mhm. est plutôt pas mal en soi. Ouais, bah, monstrueux. Ça fait plaisir de voir un intérieur à Atlanta. Et le dernier intérieur qu'on a vu à Atlanta, c'était qui, très sérieusement? Parce que à Horford, c'était un poste 4 qui avait été mis poste 5. Et Ouais, j'ai puis, réfléchi à enfin, toi, Horford. ça remonte à encore avant Horford. Et enfin, toi, tu as ce match en 27-26, mais tu as aussi l'autre juste après où il est en 13 pions, 18 rebonds et 10 contres. Mm. Tu sais, son triple-double avec les contres. Enfin, ça fait plaisir d'avoir ce genre de perf. Est-ce que par contre il mérite le All-Star Game? Bah, pourquoi pas, mais pour moi, s'il y en a un qui doit être All-Star cette année, bah, malheureusement, ça va pas être Clint Capella. Et notre bilan global enfin, fait qu'on n'en enverra certainement pas deux, quoi. S'il y en a un, pour moi, c'est Trae Young, ça reste toujours le, la, la- la figure de proue de l'équipe à l'heure actuelle. Qui a connu sa première sélection au All-Star Game l'année dernière. C'est ça. Le jeune meneur. Seb, on en parle un petit peu. Toi, tu vois d'autres joueurs. Là, on a parlé d'intérieur un petit peu. Toi, tu vois quand même d'autres joueurs, plutôt sur les lignes extérieures, qui pourraient connaître leur première sélection. Il y en a quelques-uns qui se dégagent. Est-ce que tu peux nous les présenter un petit peu?
Bah, à l'Est, c'est ça qui est cool, je trouve, c'est que surtout sur les lignes extérieures, il y a quand même pas mal de nouveaux venus, quoi. Alors, Je suis c'est d'accord. vraiment des outsiders. Je pense pas que tous les noms que je vais citer vont y être, même si c'est impossible. Mais toujours est-il que moi, j'ai quand même retenu à la fois Malcolm Brogdon, à la fois Zach LaVine, et après, en peut-être un peu plus loin, Colin Sexton. Mais pour moi, c'est quand même trois joueurs qui font des saisons extrêmement sérieuses. Dans les trois cas, il y a de la progression. Dans les trois cas, il y a un petit peu aussi les mêmes défauts, en tout cas pour Zach LaVine et Colin Sexton. Brogdon est peut-être le plus polyvalent et finalement peut-être celui qui est le plus proche d'y aller. Euh, Parce que voilà, Brogdon, je crois qu'il est en 23, il a 23 points, il a des pourcentages monstrueux, il a plus de 40% à 3 points. Comme d'habitude, hein, Brogdon, c'est un mec qui gère très bien la gonfle, qui fait bien tourner. Et si Indiana fait un début de saison surprenant, on avait déjà parlé, je crois, c'est aussi parce que Brogdon est vraiment à son niveau. Et donc voilà, moi j'en ai trois. Après, Zach LaVine, parce que ça a été une grosse surprise, en tout cas personnellement. Je m'attendais absolument pas à ce que LaVine joue à ce niveau-là, ce début de saison-là, à l'image des Bulls finalement, Et ça fait plaisir de le qui, retrouver comme ça en plus. qui, je trouve, ont développé un vrai style de jeu avec Donovan, ce qui n'était pas gagné. Et puis les Bulls, ça joue bien. Alors c'est jeune, ça fait beaucoup d'erreurs, ça défend pas énormément. Mais Zach LaVine, je trouve qu'il s'épanouit bien dans ce style-là. Et il est en train petit à petit de dépasser finalement l'étiquette qu'on lui avait mise de Zach LaVine, c'est le mec qui donne, quoi. Parce que ça peut paraître con, hein, mais il a quand même été essentiellement ramené à ça pendant longtemps. Et on parlait pas du joueur qu'il était. Et là, cette saison, il est vraiment en train de montrer que c'est quand même un très très bon joueur de basket. Et c'est un super coup pour Chicago qui a vraiment besoin de ce profil-là de scoreur un peu polyvalent, en tout cas en attaque. Et donc lui, si je ne dis pas de bêtises, Zach LaVine, il est en 26 points, voire plus de 26 points, 5 rebonds et 5 passes. Ça c'est des stats de All-Star, hein, carrément. Après, bon, les Bulls font on verra, même si, bon, si Bradley Beal est All-Star, normalement, ça veut bien dire que bon, le collectif, c'est pas si important que ça. Même si c'est peut-être pas le même niveau de Ouais. réussite non plus. Et puis Colin Sexton, là pour le coup, c'est vraiment en backup, mais parce que pourquoi pas récompenser aussi En les jeunes suspension, joueurs qui, voilà. qui progressent. Et un petit peu comme Chicago, voilà, les Cavs, ils ont développé un vrai jeu cette année. C'est pas la reconstruction, ça continue, c'est jeune, c'est athlétique, ça défend, ce qui est rare pour des équipes jeunes. Et Sexton, ouais, je le trouve extrêmement bon, c'est un joueur complètement dingue. C'est un des joueurs les plus étranges à regarder jouer parce qu'on ne sait jamais vraiment ce qu'il va faire. C'est vrai. Mais je comprends pourquoi les fans de Cavs sont fans de lui totalement. Mais pourquoi pas? Après, voilà, encore une fois, les Cavs sont un peu loin, mais tu pourrais compenser leur bon début de saison. Et Sexton, donc lui, il est en 24 points, 2 rebonds, 4 passes. Et puis, au-delà de ça, il y a l'impression visuelle qu'il laisse, hein. C'est un joueur très. Voilà, il faut le voir jouer, quoi. C'est vraiment exceptionnel la manière à laquelle il sort de situations où il devrait perdre le ballon, par exemple, où les situations on se dit, oh là là, ça y est, il s'embarque dans des moves pas possibles et il s'en sort. Je trouve ça très intéressant à l'image des Cavs, et pourquoi pas récompenser les Cavs avec un joueur. Mais voilà, on a quand même trois joueurs jeunes, extérieurs, bons, qui peuvent avoir une sélection de All-Star. Je pense que sur les trois, Zach LaVine est quand même celui qui a le plus de chances d'y aller. Mais à voir. À voir avec Honnêtement. Brogdon aussi, parce que les Pacers sont quand même un début de saison vraiment incroyable. Et Donc je sais pas. effectivement, Mais il y en a un des trois qui va y aller forcément. Mais je sais pas. Entre Brogdon et LaVine, je pense que Sexton, ça me paraît quand même un peu loin, un peu un reach quand même d'aller jusqu'à Sexton. Mais en tout cas, les trois méritent, je trouve. Donc c'est en- sympa de voir à l'Est, hein. On a souvent critiqué l'Est parce que ça manquait de flashy, ça manquait d'extérieur qui pouvait rivaliser avec l'Ouest. Là, entre l'arrivée de Harden, l'arrivée de Westbrook, si Westbrook continue ce qu'il est en train d'essayer de montrer petit à petit, j'y crois pas, hein, mais si Westbrook continue à faire ce qu'il a fait cette semaine, bon, plus tous ces petits jeunes-là, tant mieux pour la conférence Est. et tu fais bien. Pour rester, avant de passer à la conférence Ouest, justement, restons à l'Est. Il y a des joueurs qu'on n'a pas cités, que dont on parle. Tobias Harris, messieurs, du côté des Sixers, qui fait une saison intéressante, qui est le deuxième marqueur de la franchise des Sixers, qui, je le rappelle, est première de la conférence Est.
C'est le deuxième meilleur marqueur derrière Joel Embiid avec 20 points de moyenne. On est sur un joueur, encore une fois, très propre, qui a pris une toute autre dimension cette saison. On attendait peut-être un duo on en a parlé comme disait Seb en début de saison, des duos. On attendait peut-être un duo avec Ben Simmons. Au final, on se retrouve peut-être avec un duo avec Tobias Harris. Est-ce que, selon vous, Seb, Joris, un Tobias mérite cette fameuse sélection All-Star? On sait qu'il n'a jamais été. Il était avant dans la conférence Ouest où bon, c'était un petit peu compliqué de faire sa place pour la sélection des All-Stars. Là, peut-être à l'Est, c'est un petit peu plus ouvert. Est-ce que vous le voyez cette saison? Pourquoi pas toucher enfin le Graal, Joris? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Son jeu est très propre. J'ai les stats, là, 20 points, 7 rebonds, des pourcentages à 3 points quasi indécents. On a 46% avec quasi 5 tentatives par match. Pourquoi pas? Enfin, tu vois, il y en a qui ont été All-Star pour moins que ça. Il y en a qui l'ont pas été avec plus que ça. Enfin, tu vois, il est complètement en ballottage. Et pour moi, il est en ballottage favorable parce qu'en plus, ils sont premiers de l'Est. Donc, on sait tous que le bilan, il joue là-dedans. Moi, ça me choquerait vraiment pas qu'il y soit. C'est pas forcément, enfin, parmi d'autres, pourquoi pas, mais tu vois, mais ça me choquerait vraiment pas que lui, il y soit, quoi. Je suis en train de regarder, avant de te donner la parole, Seb, je regarde par exemple avec un joueur aussi comme potentiellement à son poste, plutôt poste 4, là en l'occurrence, un joueur comme Julius Randle qui fait une saison, ça me fait bizarre de le dire parce que je ne m'attendais pas à ça de la part de Julius Randle, mais on retrouve un Julius Randle très très bon avec les Knicks qui a fait un début de saison canon, qui a marqué un petit peu le pas en termes de résultats sportifs, mais en tout cas, qui continue à performer sur le terrain. 22,4 points de moyenne. On tourne à 11 rebonds, 6 assists, des pourcentages aussi corrects, 47% au shoot. Qu'est-ce qui va faire la différence entre un joueur, voilà, ils sont sur plus ou moins le même poste, un joueur comme Tobias Harris, comme Julius Randle, qui mériterait aussi, enfin, avec leurs stats, qu'est-ce qui va faire la différence? Est-ce qu'on va regarder du côté des résultats sportifs la place de numéro 1 des Sixers pour prendre 2 voire 3 All-Stars du côté des Sixers? Ou est-ce qu'on va s'intéresser purement aux stats et qu'est-ce qui peut faire du coup la différence pour ces deux joueurs? Seb, qu'est-ce que tu en penses toi de... Je trouve que c'est une question intéressante parce que c'est vraiment deux points de vue. C'est à quel point le All-Star Game doit récompenser le collectif, en fait. Moi, je pense que contrairement au trophée de fin de saison, où là, le collectif doit rentrer en jeu, je pense quand même que le All-Star Game c'est quand même à la fois un vote de popularité, il ne faut pas l'oublier, et aussi, pour moi, ça doit récompenser l'individualité. Pour moi, le All-Star Game devrait être quasiment que de l'individuel. Moi, je suis contre cette manière de penser où, par exemple, sur les Sixers, eux, ils sont premiers de l'Est, voire premiers de la NBA, ils sont obligés d'avoir deux All-Stars. C'est presque comme ça que ça réfléchit maintenant. Et c'est pour ça que je pense que Tobias Harris sera All-Star. Bon, il le mérite, il a les stats. Et puis là, je trouve il a modifié son jeu et il est extrêmement important, surtout pour le spacing des Sixers. Donc très bien. Mais pour moi, le All-Star Game, ça devrait être que de l'individuel. Donc voilà, après, bon, c'est deux débats, deux questions et deux manières de voir qui jouent totalement. De toute manière, on le voit entre Randle peut-être pas, mais que ce soit les noms qu'on a cités, donc avant ou Tobias Harris, les stats sont quasiment similaires. Donc, qu'est-ce que tu fais finalement pour les partager? Donc là, bon, très bien, pourquoi pas prendre le collectif quand les stats sont similaires. Par exemple, avec Zach LaVine, c'est deux mecs qui perfent un petit peu de la même manière, enfin de la même manière, dans les mêmes quantités, après pas de la même manière. Mais voilà, après, bon, tu le récompenses parce que les Sixers ont un meilleur bilan, très bien. Mais moi, je n'en serais pas scandalisé si les Sixers ont qu'un All-Star, quoi. Je pense que les fans des Sixers le seraient, mais je ne serais pas scandalisé, quoi, évidemment. Et encore moins 3. Pour le coup, si là, les Sixers ont 3, là, je trouverais ça scandaleux. Parce que je pense que Ben Simmons, on n'en a pas parlé du tout, mais je ne pense pas que Ben Simmons mérite une sélection All-Star cette année, quoi.
Donc, je sais pas, ça se joue. Moi, j'ai envie de privilégier quand même l'individuel. Et voilà, on parle des nouveaux All-Stars. C'est quand même sympa, je trouve, de parfois donner un petit peu une sélection de All-Stars à des mecs qui font des saisons où voilà, des saisons breaks tout, quoi, des saisons où ils se révèlent, où les mecs ils gagnent 10 points de moyenne, où l'équipe joue mieux. Voilà, moi je pense que Zach LaVine, il a tout pour être All-Star. Mais si choisissent Tobias Harris parce que les Sixers sont premiers, bon, très bien, c'est bien de voir les choses. Mais bon. Avant de passer à l'Ouest, Joris, un petit avis sur la question, justement sur cette question un petit peu globale de comment décerner ces votes pour l'All-Star Game. On sait que c'est un show pour le public, hein. C'est pensé pour le public. Ça n'a aucune autre vocation que de faire plaisir au public, vendre des produits dérivés, faire de l'audience, etc. Donc effectivement, Récompense pour les joueurs. C'est une récompense pour les joueurs, mais je veux dire, voilà, ça a été créé pour le public. Est-ce que tu le vois comme Seb, comme une récompense purement individuelle où le sportif doit doit rentrer en compte aussi, voire primer? Ouais, sur le principe, je suis plutôt comme ça. J'ai plutôt tendance à dire où c'est les perfs individuels. Ok, le gars, il met peut-être 30 pions dans une équipe qui gagne 3 matchs. Bah ouais, mais en attendant, il les met les 30 pions. S'il les met en plus avec la manière, etc., et que c'est pas trop dégueulasse, et ben pourquoi il serait pas All-Star? Ça veut dire qu'il est capable et qu'il fait les perfs pour. Maintenant, sur des performances équivalentes, il faut voir aussi son impact dans l'équipe. Et si une équipe gagne vraiment plus que l'autre, pour moi, à ce moment-là, tu dois faire entrer le bilan là-dedans. Parce que ça veut dire qu'il impacte potentiellement plus son équipe, qu'il est plus valuable pour l'équipe, et donc du coup que potentiellement, en critères de sélection, ça doit forcément rentrer en jeu sur des perfs équivalentes, en fait. Moi, c'est comme ça que je le vois. Et c'est pour ça que tout à l'heure, on a rapidement parlé de Bradley Beal. Pour moi, la question ne se pose même pas. Il y en a qui vont dire, ouais, mais il a 4 matchs gagnés. Bah ouais, il a 4 matchs, mais il fout 35 pions de moyenne. Ouais. Et puis, enfin, 35 ou 37, je ne sais plus exactement. Et puis s'il n'était pas là, est-ce qu'il gagne un match depuis le début? Il gagne un match de Westbrook. Non, j'en gagne peut-être un, quoi. Ouais, voilà, ouais. C'est ça. Et tu te dis, bah non, en fait, si ce gars-là, il n'est pas là, effectivement, il ne gagne pas de match. Il le fait avec la manière, c'est propre, machin. Bah, il n'y a aucune question pour moi. Ce gars, il est All-Star, basta, quoi. Ça va pas plus loin. Et je suis d'accord avec vous, messieurs. Un autre nom avant qu'on peut citer, qui ne le sera pas, mais qui mérite en tout cas d'avoir les mentions. On a parlé de Sexton, on peut aussi parler de Jeremy Grant avec les Pistons, qui fait une très jolie saison, qui se révèle plutôt pas mal du côté des Pistons. Est-ce qu'il aura le point nécessaire pour aller au All-Star Game? Peut-être pas, mais en tout cas, mentionnons quand même Jeremy Grant. Messieurs, on va passer à la conférence Ouest. C'est peut-être un peu plus léger, voire difficile de dégager des vrais joueurs qui... Là, tous les joueurs qu'on a cités à l'Est, honnêtement, il y en a potentiellement sur les 7-8 qu'on a nommés. On a parlé de Jalen Brown qui sera certainement... Zach LaVine qui sera peut-être en balance avec d'autres joueurs, avec peut-être Brandon, comme je disais Seb. Bref, en tout cas, ces joueurs-là ont une vraie carte à jouer. Du côté de la conférence Ouest, ça va être un petit peu plus difficile. Il y en a un qui aurait pu le faire, mais qui est blessé et qui n'a pas l'air de revenir tout de suite et qui, du coup, devrait louper cette sélection All-Star Game, et c'est dommage pour lui. Je pense à CJ McCollum, messieurs. Parlons quand même de lui avant sa blessure. Encore une fois, c'est un nom dont on a beaucoup parlé avec les duos. On a parlé de McCollum, de Lillard. On l'a aussi mentionné dans les joueurs de la semaine. Je me rappelle, Seb, on avait parlé en début de saison. Il a continué sur cette vibe-là, et on a un joueur qui aurait vraiment mérité pour le coup d'aller au All-Star Game, Seb. Ah bah, moi, j'ai appris quand on a commencé à parler des All-Stars que McCollum ne l'avait pas encore été. Pour moi, je pensais vraiment qu'il avait été All-Star, quoi. Parce qu'on parle quand même d'un type qui, depuis 3-4 ans, c'est tous les ans la même chose. Hein. C'est du plus de 20 points, c'est du 5 passes, 5 rebonds. C'est l'adjoint, le lieutenant parfait de Lillard, qui est capable d'avoir la main chaude, qui est capable de prendre le relais quand Lillard n'est pas là ou quand Lillard est moins bien. C'est le lieutenant parfait dans des équipes qui a parfois très bien performé à Portland. Donc pour moi, je ne vois pas comment ce type n'a jamais été All-Star déjà. Et cette année, pour moi, il le méritait encore plus que les autres parce qu'on en avait parlé en début. Moi, j'avais été vraiment impressionné par son début de saison où Lillard avait été un petit peu moins bien,
comme souvent d'ailleurs, il a tendance à démarrer un peu lentement, ou alors à démarrer très fort et après s'écrouler un petit peu. Mais là, voilà, Lillard n'avait pas été resplendissant au début et McCollum avait porté l'équipe, réellement. Il a vraiment porté l'équipe. Il était extrêmement régulier au shoot, dans ses décisions, dans sa défense. Enfin voilà, il faisait du McCollum en un peu mieux, quoi. Et Portland jouait bien. Je me disais, avant les blessures, comme d'habitude, hein, Portland, c'est la classique. Je me disais, bon, cette fois, il va y aller. Et bim, l'autre, il prend la blessure. Donc, on a vraiment l'impression. Donc là, je pense qu'il n'ira pas, malheureusement, parce qu'il n'y a pas assez de matchs. Mais c'est fou. Parce que le type, quoi, ça se trouve, il va avoir une carrière où il ne sera jamais All-Star. Alors que ça fait, allez, 4-5 saisons où il a des stats de All-Star. Et sur ces 5 saisons, il y en a 2-3 où il aurait vraiment dû être, quoi. Donc c'est terrible. Je pense que ce qui joue contre lui, malheureusement, c'est d'être que, entre guillemets, le lieutenant de Lillard et finalement être le deuxième meilleur joueur des Blazers. Et quand est-ce que les Blazers ont mérité, comme on en parlait sur le résultat collectif, d'avoir 2 All-Stars? Bah, finalement, pas tant que ça. Et cette année, je pense que ça a souvent joué contre lui. Et cette année, malheureusement, tout était aligné sauf le blessure et il a pris la blessure, quoi. Mais les Blazers, de toute façon, hein, tous les ans, c'est terrible, hein. Tous les ans, ils prennent un nombre de blessures, un nombre d'absences. Ouais, et puis des joueurs importants, des vrais joueurs charnières de l'équipe. Joris, un avis sur CJ McCollum, effectivement, qui fait un très joli début de saison et bon, qui s'est blessé, malheureusement. Pour aller un peu, enfin pour poursuivre un peu ce que disait Seb, c'est ouais, effectivement, les Blazers n'ont pas eu forcément les résultats pour avoir deux All-Stars. Et puis, bah, ils sont à l'ouest, quoi. À C'est l'ouest, vrai. c'est une boucherie, en fait. Tu prends les gardes de ce côté-là. Qui est-ce que tu enlèves, en fait, pour mettre CJ? Personne. Ouais, mais tu C'est vois, pas possible. cette année, vu qu'Arden et Toi, Westbrook, ouais, les deux mais sont d'accord. partis, je Mais me toi, suis dit, oh, t'as d'autres putain, joueurs à côté, tu vois. T'as Doncic qui a pris une place qui est quasi sûre. Là où avant, eux, c'était un autre gars. Enfin, Curry qui l'année dernière était blessé, qui là revient et c'est pareil, sa place pour moi elle est quasi assurée, surtout avec le vote des fans, etc. Enfin, tu vois, il joue à l'Ouest, juste ça. Et pour revenir par contre à ce que disait Seb au tout début, j'ai plus été surpris effectivement. Enfin, pour moi, la honte, c'est qu'il n'ait pas, la honte entre Il n'y a guillemets, pas eu avant. c'est qu'il n'ait pas eu de sélection à l'heure actuelle, quoi. Et C'est ça qui est affolant. ça faisait partie, je ne sais pas si vous vous rappelez, je suis en train de chercher là Juste rappelez-vous, c'était quel game set? C'était contre les Nuggets où Lillard passe complètement au travers du game et c'est CJ qui en met 43, je crois, quelque chose comme ça. Ça devait être en 2018, playoff 2018, je crois, une connerie comme ça. Ou ouais, bah, 2019, non, mais playoff 2018, c'est 2019. intéressant parce que c'est la saison où ils finissent troisième avec C'était indécent. 49 victoires, je crois, en 2017-2018. Et cette saison-là, le mec, il a 22 points de moyenne. 22 points de moyenne, t'es troisième de l'Ouest et il n'est pas All-Star. Tu vois, c'est que le mec, il a aucune chance parce qu'en plus, là, c'était l'année où tu avais à la fois il y Harden, a Harden, il y Westbrook a et Curry. Westbrook. Ouais. Mais c'est terrible, quoi. Parce que même les années où il aurait dû y être, il ne pouvait pas. Et comme tu disais, ouais, on a oublié d'en parler, mais évidemment, il est à l'Ouest, donc ça change Ça, tout, quoi. Non. ça, Ouais, ça- non, c'était bien contre Denver, mais c'était en 2019. Il en plante 37. 37 à 17 sur 29 au shoot. Enfin, il était indécent. Je sais pas si vous vous rappelez de ce match-là. Et en fait, quand tu vois un mec qui est autant capable de step up sur un match, sur un game set en plus, tu te dis comment ça se fait que ce gars, il ait jamais été All-Star, quoi. Et puis, Mais bon, et puis c'est le jeu, quoi. à l'inverse enfin l'inverse. Plus que Damien Lillard, je trouve, il est beaucoup plus régulier, en tout cas dans ses perfs. Il y a beaucoup moins de trous d'air, en tout cas de la part de CJ McCollum, mais c'est vrai qu'il aurait mérité avant d'avoir cette sélection et cette saison, encore plus vu le début de saison qu'il fait. Donc voilà, CJ McCollum qui n'y sera sûrement pas. Derrière, vous l'avez dit, il y a pas mal de beau monde sur les guards et même enfin, sur la conférence Ouest, tout simplement, avec les gros poids qu'on connaît. Parlons quand même, enfin, on va essayer de mentionner un petit peu enfin, ça va être des mentions en l'occurrence. Sur sur le backcourt, toujours, j'ai pensé peut-être à deux joueurs, on les a mentionnés un petit peu dans nos pronos de début de saison sur les nouveaux All-Stars. Je pense à Shai Gilgeous-Alexander avec OKC et je pense aussi à Ja Morant avec Memphis. Deux jeunes joueurs promis sans aucun doute aux sélections All-Star dans le futur.
s'il continue comme ça en tout cas. Là, cette saison, on est d'accord que ça va être un petit peu plus compliqué, mais on est quand même sur du beau potentiel. Seb, ces 2 jours-là, est-ce que c'est quoi un petit peu ton avis personnel sur cette nouvelle génération au final qui arrive derrière les Lillard, derrière les Curry Bah, ça arrive, ça pousse fort. moi, j'aime beaucoup les deux joueurs. Ja Morant, c'est en dehors des Celtics, je pense que c'est mon joueur préféré en ce moment quand il joue. Euh, Là, c'est un fric. Voilà, c'est hyper intéressant de le voir jouer, même si j'ai un peu moins vu OKC cette année. Mais je pense que malheureusement, le backcourt à l'Ouest est tellement rempli que je pense que pour Shai, malheureusement, c'est mort. Même là, on parle de backup, hein, on parle des votes des coachs, hein, parce que ça sera forcément remplaçant. Je pense que Shai il ne sera pas parce que, bon, déjà, ça aide pas de jouer au KC cette année, qui est quand même une équipe qui n'est pas du tout médiatisée aux États-Unis, qui ne gagne pas énormément de matchs. Donc, je ne vois pas comment ils vont pouvoir réussir. Ja Morant a, je pense, plus une chance parce qu'il est plus visible, parce que Memphis joue quand même mieux. Maintenant, lui, le problème, c'est qu'il a raté au moins 7 matchs sur sa blessure, hein. Il a raté 2 semaines, je crois. Il en a joué 8 là. Ouais, Il en c'est a ça. qu'à 8 à l'heure actuelle. Donc, ouais, il a Ouais, joué la moitié des matchs de son équipe. Memphis n'a pas beaucoup joué non plus avec Bah, je crois qu'ils ont joué 16 matchs et C'est il en a ça. joué 8, quoi. Donc la moitié de ces matchs de son équipe, c'est peut-être un peu short. Mais s'il y a vraiment un jeune, parce qu'on parlait aussi de Christian Wood, où là pour le coup, Christian Wood, c'est vraiment compliqué, hein. Mais ces jeunes-là qui peuvent avoir une première sélection, je pense que c'est le seul qui peut avoir une chance à se jouer parce que c'est le rookie de l'année dernière, parce que le jeu est quand même assez impressionnant, parce que c'est le leader de son équipe. Alors que Shai, d'une manière, ça peut l'être, mais bon, c'est le leader d'OKC, quoi. Je veux dire, bon, OKC, c'est un peu la Moi, dèche. j'ai un autre nom en tête hein, qui pourrait être nommé, hein. C'est De'Aaron Fox. J'allais y venir. Putain, De'Aaron Fox, Dans ça a joué tous les matchs, ça score plus que Ja Morant. Les résultats sont pas beaucoup plus bas que ceux des Grizzlies. Là, ouais, Donc, tu non, vois, non, j'avoue, pour j'avoue. moi, ça se tient, quoi. là, vous êtes coach, vous avez déjà votre backcourt, Doncic, Lillard, Curry, etc. Il vous reste une place. Coup de chance, il vous reste une place. Il y a Shai Gilgeous-Alexander, il y a Ja Morant, il y a De'Aaron Fox. Vous êtes coach, vous prenez qui? Là maintenant, Ouais. là maintenant, Joris a raison, il faut prendre De'Aaron Fox parce qu'il a joué. Alors que Ja Morant, il a quasiment pas joué, quoi. Et ça sera, enfin, le bilan Et sera Shai, pas non. beaucoup. Ah, Shai, il est loin quand même, hein. Là, je Je suis suis le premier à d'accord. dire qu'il faut pas prendre il faut pas trop prendre les résultats collectifs. Mais là, à ce niveau-là, voilà, avec un bilan comme ça, je crois qu'ils ont le même bilan que les Mavs, hein. Donc, pourquoi on prend Doncic, évidemment, parce que Doncic, c'est tellement au-dessus. Pourquoi on prend Bill? Parce que Bill, c'est tellement au-dessus. Shai, c'est pas ça. Quand on pense à Shai, c'est pas du tout au même niveau d'importance que Doncic ou Bill dans leur équipe, quoi. Donc, pour moi, voilà. Là, Puis quand tu es c'est à moins ce flashy. niveau-là quand tu à ce niveau-là collectif, si t'es pas en performance MVP, comme les deux autres, c'est compliqué, quoi. Donc, Puis c'est moins flashy, un Shai. Là où des Aaron Fox et Ja Morant, tu les vois régulièrement dans les top 10 ou sur juste des highlights sur Twitter, Insta, machin truc. Shai, tu le vois beaucoup moins. C'est un peu comme un Brown de l'autre côté, toi. C'est un peu plus propre, un peu moins flashy, quoi. 22 Donc, je points. pense que ça peut jouer dans le fait de sélectionner un joueur aussi, vu que le but, c'est quand même de faire plaisir aux fans. Ils ont envie de voir les joueurs qu'ils aiment. Donc, tu vois, tu auras peut-être plus tendance à aller prendre un gars comme Fox ou Ja. Bon, moi, je prends Fox aussi parce qu'il a plus joué, c'est la seule raison. Après, Ja Morant, quand il a envie de te mettre sur un poster, t'as intérêt à vite courir, quoi. Et... La pile un peu à la Westbrook, on est sur du 22 points, 6 assists pour Darren Fox. On est sur du 22 points aussi de moyenne et 6,3 assists pour Shai Gilgeous-Alexander en 19 matchs. Et puis, que 8 matchs cette saison pour Ja Morant et 20 points de moyenne avec 7,4 assists. On est sur des stats relativement similaires. 3 jeunes joueurs à très fort potentiel qui, on n'en doute pas, devraient connaître les sélections All-Star. Messieurs, pour terminer ce débat, passons à l'intérieur. Il y a 3 noms
que j'ai en tête. Je voudrais commencer par le plus évident et qui ne sera sûrement pas cette saison, All-Star, mais qui, en tout cas, devrait l'être très, très prochainement et en tout cas, aurait pu l'être selon nos pronostics du début de saison. Je pense à un joueur comme Zion Williamson, qui a du mal collectivement, enfin en tout cas sur les résultats sportifs avec les Pels, mais qui fait ses stats. Je ne sais pas, après c'est un joueur, je ne sais pas trop quoi penser personnellement. Je voudrais aussi avoir votre avis sur Zion. Il tourne en 20 points, 20 points, 8 ou 9 rebonds. Il fait ce qu'il a à faire. C'est propre, relativement propre, mais ça manque peut-être d'un petit truc. Je ne sais pas ce que vous en pensez pour d'une mener les Pels à la victoire et de deux pour aller chercher cette sélection au All-Star Game. Seb, un avis sur notre cher numéro 1 de draft? Pas facile d'avoir un avis sur le joueur. De par les attentes, de par ce qu'on a entendu sur lui, tellement d'attentes autour de lui, quoi. Je veux dire, depuis KD, ou même pas, mais depuis LeBron, on avait jamais le nouveau LeBron. Depuis LeBron, je dirais que KD, il y avait quand même une hype, mais depuis LeBron, il n'y a pas eu un joueur qui a eu une telle hype si tôt, quoi. Zion, ça fait 10 ans qu'on en parle quand il était au lycée. Il arrive avec une hype monstre, et dans ce sens-là, il a quand même réussi à tenir la baraque, quoi. Donc, très bien. Maintenant, moi, je trouve que, contrairement à ce que tu dis, il n'en fait pas encore assez. Je trouve qu'il est jeune, mais il fait encore beaucoup d'erreurs connes. Il n'est pas aidé par une équipe catastrophique, par un coach catastrophique. Ça, je t'avais prévenu. Et dit Van Gundy au Pélican, c'est impossible que ça marche. Ça joue extrêmement mal et donc il n'est clairement pas dans le meilleur environnement. Mais ouais, c'est encore jeunot, quoi. C'est encore très jeunot. Et puis, voilà, il y a tellement d'attentes qu'on est obligé de redescendre un petit peu à chaque fois. Alors que si on regarde concrètement les stats, l'autre, l'année dernière, il a été blessé, il n'a quasiment pas joué. C'est quasiment sa première saison particulière avec tout le contexte qu'on connaît. L'autre, il est quasiment en 24 points, 8 rebonds, avec un impact athlétique énorme dans une équipe pourrie. Ça, c'est incroyable. Mais le joueur, on pourrait faire une émission que sur le joueur parce que c'est très compliqué de savoir ce qu'il vaut vraiment, en fait. Mais là, non, All-Star cette année, certainement pas. Tu peux pas récompenser une équipe comme les Pelicans, quoi, je veux dire. Non. Oui, donc clairement pas. De toute façon, même un joueur comme Ingram est un poil devant lui, en tout cas en termes d'influence sur. Il y a un Pélican, ça prend, je prends Ingram en plus. Sur le jeu. Il nous reste un petit peu de temps encore rapidement pour terminer cette conférence Ouest. Joris, tu as mentionné un joueur comme Christian Wood aussi. Il est loin, même si c'est pas mal ce qu'il fait avec les Rockets. Christian Wood, on est quand même assez éloigné pour lui de la sélection All-Star. Il sera dans les discussions pour le titre de MIP cette saison. Voilà. Là, c'est plié déjà. C'est ce que j'allais te dire en fait. C'est ce que j'allais te dire. C'est peut-être pas All-Star, mais le MIP, il y a quand même de très fortes chances pour qu'il. Il a déjà trop fait chez lui. On a vu. Attention, une blessure, ça va vite. Ouais, c'est vrai. Une blessure, ou alors il a un peu surperformé. Façon Jeremy Lin à une période, tu vois, ça peut aller vite. C'est pas ce que je souhaite, au contraire, je lui souhaite que du bonheur à ce gars. Mais... Et vite fait pour conclure, il nous fallait un 5e joueur, en tout cas sur le front de courte à l'ouest. Seb, tu me parlais de DeAndre Ayton. Bon, comme d'hab, c'est une mention, il le sera pas forcément, mais bon. Il fait une saison relativement correcte. J'ai tout même problème que Zion. On est sur un numéro 1 de draft. Sur qui j'attends peut-être un peu plus de rigueur, un peu plus de poids. Je sais pas. Qu'est-ce que tu penses toi de DeAndre Ayton Moi, j'aime bien ce qu'il propose cette saison parce que je trouve qu'il est mieux utilisé, en tout cas offensivement. Parce qu'il faut se rappeler, mais l'année où il arrive, de toute façon, c'est un mec, on n'en parle pas du tout de Ayton. En tout cas, sur le terrain, on parle un petit peu de ce qu'il fait en dehors, mais il stat tout le temps. Il est quasiment en 18-13, c'est quoi sa 3e saison Ouais. Bon, le mec, il est régulier, il sait ce qu'il apporte, c'est un mec dominant à la raquette, mais clairement, on ne voyait pas l'impact qu'il avait, quoi. Je veux dire, pour un numéro 1 de draft, il n'avait pas d'impact sur son équipe. Depuis qu'il est arrivé, les Suns, ça ne joue pas forcément mieux, ça ne joue pas forcément moins bien. Ça ne gagne pas plus de matchs.
Enfin, en tout cas, si ça gagne plus de matchs cette année, c'est pas vraiment grâce à lui. Il y a un mec qui s'appelle Chris Paul qui est pas mal. Mais DeAndre Ayton, je le trouve pas mal cette année. Je trouve qu'il a enfin pris un petit peu en bouteille. Je pense que c'est quelqu'un de profondément con. Je le pense sincèrement. Que ce soit sur son cul basket ou en dehors. Et ça ne doit pas aider. Mais en attendant, c'est un tel fric athlétique. On l'a oublié, hein, mais c'est un tel fric athlétique. Il est extrêmement intéressant en rebond, même si défensivement, il ne l'est pas en soi. Mais c'est une vraie présence intérieure. Et voilà, c'est pas non plus DeAndre Jordan, quoi. C'est pas un mec qui fait des rebonds et qui donne, quoi. Je veux dire, il a des moves, il a un peu de footwork, il a un peu de présence d'esprit offensive. Mais bon, voilà, quand tu le draftes en 1, les gens s'attendaient à Shaq, tu vois, enfin, entre guillemets, quoi. On s'attendait à un Dwight Howard de période Orlando, quoi. On s'attendait à du Surtout 25 points, 25 points, 15 surtout rebonds. vu sa draft, quoi. C'est ça. Bon, c'est clairement pas Dwight Howard, on a compris. Mais ça reste un type qui, je pense, peut t'apporter dans son prime du 20-13, 20-14 en étant plus mobile que Drummond. En fait, c'est un Drummond plus mobile. Donc, c'est pas mal. Mais ouais, ça se mentionne parce que les Suns font une bonne saison. Et dans cette équipe-là, il est utile, quoi. Et puis, il joue. Alors que les années précédentes, il ne jouait pas tout le temps. Donc. Il est en 14,2 points, 12,8 rebonds cette saison pour l'intérieur des Suns. Voilà, je vous affiche, si vous êtes sur YouTube, le résumé de tout ça. Je vous affiche les deux sélections qu'on a pu faire. Vous voyez à l'est du Zach LaVine, du Jaylen Brown, Tobias Harris, Julius Randle, Clint Capella, pourquoi pas avec en mention du Brogdon, du Sexton, du Jeremy Grant. Et puis à l'ouest, ça a été peut-être un peu plus compliqué. On va avoir du CJ McCollum qui aurait vraiment mérité de l'être, du Shai Gilgeous-Alexander. On a parlé de Ja Morant aussi, de De'Aaron Fox, bien évidemment. Et puis à l'intérieur, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais voilà, entre Christian Wood, DeAndre Ayton et Zion Williamson qui est promis un bel avenir logiquement. Voilà pour cette soirée, ce débat des nouveaux All-Stars. N'hésitez pas à aller voter sur le site de la NBA pour vos joueurs préférés. C'est l'objectif. Messieurs, si vous le voulez bien, on va terminer cette dernière partie d'émission avec un petit quiz que je vous ai préparé. Vous allez, je vous vois grimacer, ne vous inquiétez pas, c'est pas très compliqué, ne vous inquiétez pas. On lance le quiz tout de suite dans la dernière partie de l'émission sur Time Out. Messieurs, on est de retour pour cette toute dernière partie d'émission. Je vous ai vu grimacer un petit peu pour le quiz de la soirée. N'hésitez pas à jouer avec nous aussi, à répondre et à nous donner vos réponses en commentaire. Pourquoi pas pour ce jeu. C'est inspiré, dédicace quand même à notre cher Guillaume qui, la semaine dernière, vous avez fait le jeu de l'effectif où il fallait donner pour une équipe donnée, par exemple pour les Celtics 2017, donner tous les joueurs de la franchise je les aurais eu, hein. Lors de cette année-là, que ce soit des franchises historiques ou n'importe. Voilà, c'est un petit jeu où chacun son tour, vous devez donner des joueurs. Là, pour le coup, je vous ai préparé un jeu spécial All-Star, forcément. Messieurs, il y a 23 joueurs à connaître qui sont encore actifs dans la ligue, qui jouent encore actuellement, qui n'ont qu'une sélection au All-Star Game. Ouf. Il va me falloir les trouver un par un. Il y en a 23. Certains sont plus faciles que d'autres. Je vous aide un T'es petit sérieux, peu. toi? Certains sont plus faciles que d'autres puisqu'ils ont connu une sélection l'année dernière. La 23. Ouais, va falloir faire fonctionner Énorme. un petit peu vos souvenirs. Il y en a qui sont vraiment faciles, les gars. Oui. Qui veut prendre la main? Qui veut se lancer en premier? Je sens chaud. Vas-y, je peux. Mais est-ce que je peux aller chercher un truc avant? Si c'est une feuille de triche, non. Mais si c'est Non, promis. non. C'est pour donner le nom. C'est pour donner un nom. Non, Oh là là, ça y est, ça monte les maillots, quoi. Quelle honte. Quelle honte. Attends, vas-y, il faut que je le retrouve déjà. Je sais même plus où il est, ce qu'on a. Là, il gagne du temps et en fait, les gens ne voient pas, mais il a son portable. Et en fait, il fait genre, il fouille. Que dalle. Je filme avec mon portable. la technique du bac. Joris, très bien vu. Ah ouais, toi, tu choisis pas le plus facile. Hein. Et
Et honnêtement, c'est effectivement pas le plus simple. Kyle Korver, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, Kyle Korver qui effectivement a une sélection All-Star. C'était en. T'as l'année, tu te souviens de l'année, Joris? Bah, c'est l'année où ils sont 4. 2015. 2015, effectivement. C'est la fameuse année où ils ont 4 All-Stars, on ne sait toujours pas pourquoi. Bah, si, on sortait d'un mois de janvier à 17 victoires d'affilée. Oui, mais enfin, il y en avait sur les 4. Attends, c'était qui? T'avais Horford, Tig, Korver et l'autre chèvre. L'autre Ah non, il n'y chèvre. avait pas Jeff Tig. Non, il y avait Millsap. Non, Paul Millsap, ouais. Ah oui, très bien. Non, oui, mais en fait, non. Attendez, messieurs, du coup, Joris, bien vu. Kyle Korver pour le premier. Seb, un autre. Bah, moi, je vais faire plus simple. Hein. Je vais dire Brandon Ingram, parce que c'était l'année dernière. Bien vu. Brandon Ingram, 2020, première sélection All-Star Game. L'année dernière, Joris, un Il y autre. en a, je suis sûr, ils en ont 2, c'est sûr. Jeff Teague. Jeff Teague, oui, 2015 aussi, bien vu. Bah oui. Le jeu est fait pour toi pour l'instant. Jeff Teague, effectivement, qui a accompagné Kyle Korver Je suis sûr que Millsap, il en a une autre, alors je vais pas le dire. en 2015. Non, c'est que des joueurs qui n'ont qu'une sélection. Qui n'ont qu'une sélection All-Star Game. Seb. J'ai peur de me tromper. Il y en a, je suis sûr, ils en ont 2. Je vais dire Jason Tatum. Tatum, ça marche. Tatum l'année dernière aussi, une sélection. Bien vu. Joris, il t'en reste un facile. Je peux aller chercher un maillot? Allez, vas-y. Non. Bah, Trae Young. Trae Young, oui. L'année dernière, première sélection avec Tatum aussi en 2020. Il y a d'autres joueurs qui ont été draftés, qui ont une seule sélection en 2020 l'année dernière, leur première. Seb, je crois que Doncic il est All-Star. Luka Doncic, ça marche, bien vu. Une sélection aussi. Joris? C'est les joueurs actifs là dont on parle. Ouais. Il y en a, ça va être trop dur. Putain, et tu sais que j'ai déjà plus de nom. Les vieux role-players, là, les role-players qui ont eu une bonne saison et depuis plus rien. Franchement, Middleton. Je vérifie, mais non, je crois qu'il en a plusieurs, Middleton. Je crois qu'il en a deux ou trois. Ah ouais? Oh non, 3, ça fait beaucoup quand même. Ouais, ça me semble beaucoup, mais au moins 2. J'avais vérifié, mais je crois qu'il y en a au moins 2. 2, ouais. 2018-2019. Aïe. Mais du coup, non, il n'est pas dedans. Seb, tu peux gagner si tu m'en dis un. J'en ai un en tête, mais je suis sûr qu'il y en a 2. Quoi. Devin Booker? Devin Booker, il en a qu'une l'année dernière. C'était sa seule sélection. All-Star Game, messieurs, voilà. Pour les autres, est-ce que en même temps, plus personne ne suit le All-Star Game. Je me rappelle plus des sélections. D'autres, en vrai, hein. Je vais vous donner les autres. Franchement, vous allez tomber des nues. On a du coup Trae Young, c'est bon. Nikola Vucevic en 2019. Ah ouais. Pascal Siakam l'année dernière, messieurs, qui a connu sa première sélection. Il y a du monde. Hein. Sabonis, qui a connu sa première sélection. Putain, j'ai hésité en plus, Sabonis. J'ai tellement hésité. On a du D'Angelo Russell en 2019 avec les Nets. Kristaps Porzingis en 2018. Ah ouais, également Donovan Mitchell en 2020, la saison dernière pour Mitchell. Gobert. Brook Lopez, oui, Rudy Gobert, on a qu'une, qui est assez facile. Brook Lopez en 2013, DeAndre Jordan en 2017, Brandon Ingram, vous l'avez dit, André Iguodala en 2012, une sélection. Attends, DeAndre Jordan a été All-Star? Oui, monsieur. Ah bah oui, mais Iguodala, il n'y en a qu'une. Iguodala, il n'y en a qu'une, c'était Sixers, il n'a pas été All-Star, putain. En 2012. Drew Holiday en 2013, une sélection All-Star Game. Gordon Hayward, messieurs, en 2017. Devin Harris, il est noté, mais je ne sais pas s'il joue encore ou s'il est plus ou moins sur une pré-retraite. Rudy Gobert, tu l'as dit. Goran Dragic en 2018, qui a connu sa première sélection All-Star Game. On a, pour terminer, du Tyson Chandler en 2013. C'est un peu plus anecdotique. Et puis, Devin Booker, tu l'as dit. Et puis, l'année dernière aussi, c'était une grande crue de première. L'année dernière, Bam Adebayo. Avec, oui, je l'ai dit tout à l'heure. La saison dernière. Et Isaiah Thomas. Voilà. Oui, c'est vrai. Mais il joue plus, Thomas.
Ah ouais, il n'est pas actif, c'est vrai. J'ai hésité. J'ai hésité à le Il est mettre. un peu sélectif. Vu qu'il n'a pas de franchise, j'ai hésité à le mettre, mais c'est vrai il est dans la liste. Seb, tu gagnes ce match-up. Bien joué. Pour ce jeu, Joris, bon, tu réviseras un petit peu, tu feras mieux la prochaine fois. Ouais. Bon, ça me Quand, dérange pas. quand tu reviendras dans l'émission, t'inquiète pas. Les gars, en tout cas, merci beaucoup. Je vous retiens pas plus longtemps. Merci beaucoup pour cette émission. J'espère que ça vous a plu, vous qui nous avez écoutés. N'hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux sociaux, pardon, bien évidemment sur Twitter, sur Facebook, sur Insta et sur YouTube avec tous les visuels qui résument cette folle soirée. Joris, merci beaucoup d'être passé. Rapidement, c'est quoi l'actu un petit peu là pour Oxfr? Je sais que y a un projet aussi de podcast qui est dans le coin pour la team de Ox France. Tout à fait. On a enregistré le deuxième numéro de Faux qu'on cause, le meilleur nom du game. Et bon, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Et, enfin, n'hésitez pas, c'est cool. En tout cas, on s'amuse à parler des Hawks et c'est l'essentiel. Après, on verra. Et je vous mettrai les liens dans la description. J'ai toujours rêvé de dire ça. Je vous mettrai les liens dans la description Le numéro s'affiche en voilà, bas, tu vois. pour aller cliquer sur ce podcast. Merci en tout cas, Joris, d'avoir pris le temps Avec pour plaisir. débattre avec nous. Seb, merci beaucoup. Encore une fois, tu es fidèle au poste. N'hésitez pas aussi à le retrouver sur les podcasts d'Inside Basket. Il n'y a pas de concurrence malsaine. Ça nous fait plaisir d'aller écouter les copains aussi du côté d'Inside Basket et même sur leur site. N'hésitez pas. Merci beaucoup, messieurs. Rendez-vous pour la prochaine émission. On se retrouve très vite sur les réseaux sociaux et sur le web. Bonne semaine NBA à tous. Ciao!